Bon, déjà, merci à vous 6 d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je vous proposerai de vous présenter quand vous aurez la parole pour la première fois. Et donc, j'avais préparé quelques petites questions. Quand je présentais le centre tout à l'heure, je disais que le mot-clé dans le nom du centre, c'est « pour ». Et donc, dans ce sens-là, je voulais vous poser la question suivante. Selon vous, quelles seront les nouvelles phases de la transition numérique dans les années à venir? Vous rappelez que le centre s'appelle Réseaux et systèmes pour la transformation numérique. Donc, comme on est pour la transformation, on aimerait bien savoir qu'est-ce que sera cette transformation dans les années à venir. Et donc, c'est la première question qu'on vous pose. Est-ce que, par exemple, Olivier, tu voudrais bien prendre la main sur cette question? Bonjour. Alors, je vais te faire quand même une réponse un peu orientée infrastructure numérique. Tu m'en voudras pas. Donc, effectivement, on l'a vu ce matin, la numérisation impacte de manière croissante de plus en plus de domaines clés de notre société. Industrie, agriculture a été mentionné aussi, transport, santé. Donc, avec des enjeux énormes en termes de productivité, d'efficacité en ressources, d'empreinte environnementale, aussi dans ces secteurs-là de changement de métier, de maîtrise des données, etc. Et le tout se fait sans doute à des rythmes différents suivant le secteur, et d'autres personnes seraient mieux à même d'en parler que moi. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette transformation numérique, elle ne se fera pas sans transformation aussi des infrastructures numériques qui doivent assez radicalement s'adapter pour être capables d'assurer toute cette diversité d'applications avec différentes contraintes et de manière dynamique et flexible. Et donc en particulier, on va avoir affaire à des infrastructures numériques qui vont bien au-delà de la connectivité, comme ça a été un petit peu dit aussi ce matin, mais avec la convergence avec le cloud, on bâtit de véritables plateformes plus que de la connectivité simplement, donc avec la capacité d'interpréter les données et de les analyser et d'agir en conséquence pour assurer la meilleure qualité d'expérience. Et donc c'est des transformations assez majeures qui s'accompagnent aussi d'une nécessité de plus être programmable pour ces infrastructures numériques à travers des API pour des développeurs, des utilisateurs verticaux. Et toutes ces transformations, pour les appréhender justement, et parce qu'il y a quand même aussi des enjeux de marché et technologiques, et c'est aussi une histoire de compétences et d'hybridation de compétences bien souvent entre cyber, AI, réseau, cloud, et de ce point de vue-là, je trouve que vous avez un rôle important à jouer à travers ce centre qui embrasse justement pas mal de sujets. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement répondu à ta question sur les phases, mais voilà, c'est en tout cas le message que je voulais aussi passer au travers de cette question. Merci Olivier. Et une piste en particulier intéressante parmi les diverses que tu as mentionnées, c'est que tu as parlé d'une plateforme multitechnologique. On y reviendra sur la question suivante, mais ça me paraît une question centrale, et notamment avec l'ouverture qu'on met en place des réseaux, du moins théoriquement pour l'instant. Est-ce que tu veux bien te présenter tout en abstrayant pour les utilisateurs la complexité et le sous-jacente, qui peuvent être multitechnologiques, multi-domaines d'opération aussi. Voilà. Donc c'est tout un enjeu fort de transformation.
Exactement. Est-ce que tu veux bien te présenter parce que tu as assumé des nouvelles fonctions récemment? Donc, je suis Olivier Audouin. Alors, je travaille chez Nokia Bell Labs où je m'occupe de tout ce qui est partenariat de recherche. Mais récemment, j'ai pris une deuxième casquette qui est celui de ce qu'on appelle Location Leader au sein de Nokia Bell Labs France, en charge du pilotage des équipes françaises, en remplacement de Jean-Luc Bella, que vous avez sans doute connu. Voilà. Et qui est parti en retraite. Voilà, exactement. Victor, comme ça on aura les deux constructeurs européens. Oui, bonjour à tous. Donc Victor Arvidsson d'Ericsson. Moi je suis en charge chez Ericsson en France de sujets liés à la stratégie, à l'innovation et puis aussi en relation avec l'écosystème réglementaire ou des différentes autorités d'administration. Alors, je vais plutôt effectivement bâtir sur ce que tu viens de dire et pas prendre le contre-pied. Je pense qu'on a des visions assez similaires. C'est vrai qu'en termes d'évolution, c'est structurant de la cloudification. Ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver. En particulier, enfin, on l'a déjà vu sur la partie cœur de réseau. On la voit de plus en plus sur la radio. Probablement que c'est un cycle quand même assez long. Enfin, après, c'est aux opérateurs de s'exprimer, mais je pense que ça peut être très, très progressif et assez lent sur les 5 années qui viennent. Et puis après, on peut imaginer que la 6G, quand elle va arriver, sera beaucoup plus nativement avec ces architectures-là. Après, sur les API, pour nous aussi, ce qui est assez structurant et ce qu'on voit arriver, c'est aussi une capacité à peut-être faire évoluer un petit peu les modèles d'affaires, insuffler un peu plus de retour sur investissement dans les parties un peu basses de l'écosystème du numérique, c'est-à-dire les infrastructures, les opérateurs. Et on pense en particulier que l'exposition du réseau via des API sur des services de sécurité, de localisation, de qualité de service, ça peut être aussi un levier un peu pour changer un petit peu la donne et aussi effectivement créer de la valeur et puis créer de la valeur supplémentaire pour les utilisateurs, évidemment. Hein, je retiens le ISDN, là, c'est surtout pas ça qu'on veut, mais aussi effectivement pour les opérateurs et les équipementiers. Et puis après, je pense que de manière plus globale, ce qu'on voit arriver avec la 6G, avec l'ubiquité terrestre, satellitaire, on en a parlé, on y croit fortement. Évidemment, arriver avec des solutions, vraiment un déploiement de la 6G dans des environnements beaucoup plus immersifs, avec des jumeaux numériques, vraiment passer à la deuxième étape en termes de solutions pour les acteurs industriels. Et puis après, je pense que le point super structurant, mais on y reviendra, c'est la partie environnementale, la consommation énergétique et les émissions carbone. Voilà, je m'arrête là. Merci Victor. Hassan, peut-être un mot de comment la SNCF voit le futur de la transformation dans le secteur que tu représentes? C'est une grande question. Alors du coup, pour me présenter, je vais plutôt faire une présentation, mais vraiment 30 secondes de SNCF, parce qu'en fait, il y a 3 volets essentiels. Déjà, il y a toute la partie comment faire rouler les trains, télécommunications ferroviaires, gros problématiques sont portées par SNCF Réseau. Il y a mon collègue David Sans dans la salle qui pourra vous en parler à midi. Après, il y a tout ce qui concerne la connectivité pour les métiers. Comment faire en sorte qu'on connecte les 4000 sites de SNCF plus les trains qui sont des sites dans lesquels ce sont des vrais villages qui roulent. Ça, c'est plutôt notre métier. Et après, il y a le troisième volet, c'est le confort pour les utilisateurs, donc voyageurs, etc. Et donc, il faut aussi apporter des solutions pour les gares et les trains. Et donc, nous, en fait, on travaille sur ces sujets-là. Alors, c'est très, très complexe parce qu'on fait face à autant des métiers que d'utilisateurs qui ne sont pas chez nous, qui sont très, très en attente, mais qui ont aussi un peu peur, qui ne savent pas comment ça se passe, qui ne savent pas comment se projeter. Et donc, on a besoin vraiment de penser à leur place pour proposer des solutions qui conviennent à tous. Là, on a présenté tout à l'heure un résultat intéressant sur Rail 6G là, qui a été en gare de Rennes. Il y a tout un travail énorme qui a été fait avec l'IMT préalable, justement pour travailler sur l'acceptabilité de ces solutions, dans un autre projet qui s'appelle le Living Lab. Et ça montre toute la complexité. En fait, nous, comme on n'est pas un acteur des télécoms, on les utilise et on doit les promouvoir pour transformer notre métier. Il faut donc qu'on soit à l'écoute autant de l'utilisateur qui est externe
que de nos décideurs internes. Et on a toute une problématique en fait pour réussir à trouver les bons arguments pour faire prendre la mesure des choses, notamment nos prescripteurs qui vraiment ont un rôle très très fort chez nous pour qu'on puisse engager des transformations. Et donc, en fait, une structure qui permet d'accompagner tout ça, pour nous, vraiment essentiel. Et il faut qu'on traite tous ces sujets en général. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si je fais une caricature, on vient de parler plutôt des cas d'usage, du futur de la transformation numérique. On va parler des technologies sous-jacentes. Au milieu, il y a les architectures des systèmes qu'on regarde. Et tu parlais, Olivier, tout à l'heure de plateformes. On a parlé de convergence réseau-cloud et du fait que les réseaux s'ouvrent, du moins théoriquement, à savoir qu'à travers des interfaces, des acteurs tiers pourront soit contrôler la partie du réseau qu'il aurait fournie, soit aller même au-delà et placer dans ces infrastructures-là, convergentes réseau cloud, leurs propres fonctionnalités pour créer leurs propres services. Et donc, en quelque sorte, ces infrastructures deviennent des plateformes, des SaaS, des PaaS, Platform as a Service, qui permettent donc à l'ensemble des acteurs de créer dynamiquement de nouveaux services et créer ainsi de la valeur. Ma question, c'est est-ce que ce type de vision vous semble pertinente? Et de manière générale, même si ce n'est pas à travers cette approche, quels sont, de votre point de vue, les principaux défis scientifiques et technologiques qu'on a devant nous pour avancer vers cette transformation numérique? Et donc, peut-être Jack? Merci. Je dis deux mots de présentation et de moi-même et de Capgemini parce que donc Jacques Assaraf, je m'occupe du secteur telco globalement chez Capgemini et juste pour rappeler quelques éléments parce que souvent on est resté sur le Capgemini il y a 10 ans. Capgemini aujourd'hui c'est 350 000 collaborateurs dans le monde entier. Dans toutes les géographies donc, et présent, et je pense que c'est intéressant pour le débat d'aujourd'hui, présent sur toutes les verticales. Donc on est présent dans le transport, on est présent dans l'automobile, on est présent dans l'énergie. Moi je voudrais répondre à ta question, Daniel, sur l'angle de l'adoption, parce que certes, il y a des enjeux technologiques, mais aujourd'hui on est surtout confronté, nous Capgemini, à l'adoption, parce que notre rôle à nous, c'est d'être d'intégrateur de services digitaux. Donc voilà, c'est notre raison d'être. Et donc on prend toutes les technologies qui ont été citées plein de fois. Là, tu as parlé de cloud, de plateformes télécom, etc. On prend tout ça et on en fait quelque chose pour nos clients. Et je dois dire qu'en plus, au sein de Capgemini, on a des gens qui connaissent très bien les télécoms, notamment qui travaillent avec Nokia, Ericsson, qui travaillent avec Orange, Vodafone, etc. Donc on a des gens très très forts là-dessus. Et quand la 5G est arrivée, quand la 5G a émergé, on s'est dit, et j'étais l'un des premiers, de manière très enthousiaste, on s'est dit on va y aller. Et on va, je ne sais pas comment il faut dire, innover, hein, c'est comme ça qu'on dit. On va innover. Et on a créé un lab, que d'ailleurs l'équipe du centre est venue visiter, et merci pour votre visite. Et on a créé un vrai lab en disant on va assembler ces technologies, puisqu'on a les gens qui savent faire, et on va montrer ce qu'on sait en faire. Maintenant, il faut que je vous dise que en fait, cette décision, on l'a prise en 2018. Et on est en 2025. Et finalement, je constate aujourd'hui que l'appétence du marché est quand même restée très faible. Donc on a beaucoup de curiosité, on a discuté un peu avec tout le monde, dont la SNCF. Il y a beaucoup d'intérêt, hein. Pas de question sur comment l'assemblage de ces technologies permet de répondre à des problématiques. En revanche, le digital, il est déjà largement là, hein, il est partout. Tous nos clients font du digital aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Et en fait, il faut apporter quelque chose de supplémentaire. Et dans notre posture, nous, quand on est à côté de nos clients, il faut voir que nos clients, ils sont face à des océans d'opportunités. Donc, c'est des océans. Donc, les boards ont devant eux des tas d'initiatives possibles dans tous les sens, etc. Et donc, le maître mot, c'est l'adoption. C'est l'adoption parce qu'il faut que ça rentre dans les modèles opérationnels, parce qu'il faut que les équipes l'acceptent et parce qu'il faut qu'il y ait un business case. Et je dois dire qu'on a regardé, moi ça fait
7 ans qu'on regarde ça, en confrontation avec les marchés, en France, aux États-Unis, en Europe, en Asie. On fait des choses très intéressantes et on sera très heureux de vous montrer ce qu'on fait. Mais à chaque fois, on a des problèmes de business case, d'adoption, etc. Donc je pense que la question à laquelle il faut vraiment qu'on et je ne dis pas que, bien entendu, il y a eu plein de tables rondes, on a participé à une mission gouvernementale pour faire en sorte que on trouve des modalités d'adoption. Aujourd'hui, voilà, si on veut que ces écosystèmes se développent, il faut qu'il y ait quelque part des revenus. Il faut donc qu'on trouve des solutions. Après, avec le risque, et par rapport à, on parlait tout à l'heure de compétition internationale, etc., c'est des gros écosystèmes. C'est des écosystèmes extrêmement complexes qu'il faut réussir à monter. Et ces écosystèmes-là, soit on est leader dans la constitution de ces écosystèmes, soit on ne sera pas leader. Je pense que l'urgence, elle est là. Donc beaucoup d'initiatives, beaucoup d'intérêts. Je pense qu'il faut qu'on se retrousse les manches pour essayer de trouver la réponse à cette problématique-là, industrielle, voilà, au niveau de la recherche, etc. Donc voilà, donc je pourrais en parler des heures, mais j'imagine que tu ne veux pas que j'en parle des heures. Donc, non, c'est parfait. J'ai l'impression que ce micro ne marche pas, mais c'est pas très grave. Oui, c'est là-bas. Ok. Heureusement qu'il y a un ingénieur dans la salle. Oui. Et ces difficultés d'adoption, tu les vois en France. Capgemini a une couverture globale. Est-ce que tu les vois également dans d'autres régions du monde? Oui, alors moi, ça a été ma grande surprise. C'est-à-dire que, bon, en France, tout le monde connaît Nokia, notamment les opérateurs comme Orange. On a fait un très gros projet sur le plateau de Saclay, qui était la constitution d'un écosystème de partenaires pour faire rouler des voitures, gérer de la circulation en 5G, etc. Honnêtement, on a été extrêmement moteur. On a fait des très belles choses, comme je pense qu'on sait faire. Et aujourd'hui, bon, le débouché commercial de ça est incertain. En revanche, j'étais beaucoup plus optimiste parce qu'on a fait ça aux US. Et on a fait ça aux US dans le domaine du retail, parce qu'on s'est retrouvé face à un très gros opérateur américain, que je ne citerai pas, un très gros opérateur américain associé à un très gros clouder américain, que je ne citerai pas non plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on s'est dit, on va révolutionner le retail, avec des gens comme Walmart, etc. On y croit, on n'y croit pas. On n'a pas réussi à trouver le big case. Donc les use cases, si ça vous intéresse, j'ai 50 slides sur les use cases. J'ai pas de slides sur le business case. Donc quand on regarde l'écosystème complet avec les devices, c'est-à-dire la caméra, haute définition, le lien de connectivité qui n'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, les plateformes sur l'edge, voilà, les applicatifs à développer, etc., on arrive à des choses compliquées. Donc ça va venir. Donc vous ne me prenez pas sur ce que je dis, parce que moi je suis plutôt un optimiste. J'ai promu ça chez Capgemini dès la première heure. J'y crois, mais voilà. Donc je pense que les éléments d'adoption et les éléments économiques sont très importants. Et si on veut que la 6G marche, parce que voilà, aujourd'hui, si vous faites le tour des opérateurs, comme je le fais, comme vous le faites certainement tous, les gens sont quand même très déçus de la 5G dans le B2B. On ne parle pas du B2C. La 5G dans le B2C, c'est une chose, ça n'a rien à voir avec le B2B. Il y a une grosse déception aujourd'hui dans les revenus que ça génère, etc. Mais l'appétit reste là. Alors après, ce qu'on n'a pas su faire en 5G, on saura le faire en 6G, peut-être. Voilà. Mais c'est tout ça qu'il faut. Mais perdons pas de vue que si les revenus sont pas là, c'est très compliqué, et c'est très compliqué pour tout l'écosystème. Voilà, les Nokia, les Ericsson, les opérateurs, tout le monde est en difficulté. Merci Jack. Un petit commentaire. Tu as parlé de la clôture du programme 5G Road. Donc remercier Mounir Mokhtari qui a été à la manœuvre pour organiser cette clôture et qui a été extrêmement intéressante. Sinon, je pense qu'une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est PowerPoint. C'est qu'effectivement, on a trouvé des tas de cas d'usage en PowerPoint qui sont très sympathiques, mais tout le monde sait que passer du PowerPoint à la réalité du marché,
c'est pas facile. Alors je te coupe, permets-moi juste de rétablir, parce que j'y mets un point d'honneur. Nous, on n'a pas fait du PowerPoint. On a vraiment développé les cas d'usage. On les a vraiment faits. Ils fonctionnent techniquement. On a des bornes 5G. On a une vraie plateforme cloud sur l'Edge, etc. Et voilà, donc on l'a vraiment fait. C'est plus que ça. Le PowerPoint, il y a des milliers de pages. Oui. Voilà. Et je ne parlais pas de passer du PowerPoint technique à la solution technique. Je parlais de passer du PowerPoint use case au PowerPoint développement du business. Ce que tu dis que marche plus difficilement. C'est de cette transition-là que je parlais. Et donc, je pense qu'on était un peu pressé. Mais comme toi, et je pense également qu'il faudrait être optimiste. On a un expert des territoires intelligents dans la salle, Philippe Caz, pareil, qui se pose des questions très intéressantes sur comment développer les territoires intelligents. On en parle depuis 15 ans et maintenant on commence à avoir des approches qui semblent pertinentes et économiquement viables. Donc, juste pour introduire une touche d'espoir. Voilà. Est-ce que sur ce sujet-là, que j'évoquais tout à l'heure, des principaux challenges scientifiques et technologiques à venir, est-ce que Dinh Thuy, tu pourrais dire un mot ? Même plus qu'un. Hein. Bonjour à tous, je m'appelle Dinh Thuy Phan Huy. Donc, j'ai 2 casquettes à Orange. Je suis chercheuse, comme nombreux d'entre vous, sur une technologie qui s'appelle backscattering, ou Zero Energy Device. On en a parlé un peu en Ambient IoT au 3GPP. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les RIS. C'est la technologie qu'a présentée Geoffroy. Et je crois beaucoup dans cette technologie personnellement. Et ma deuxième casquette, c'est que je suis référente de la communauté à Orange des experts sur les réseaux du futur. Et c'est une communauté d'experts qui sont sélectionnés avec beaucoup de soins sur le groupe en entier. Donc, ce n'est pas que des chercheurs. Il y a aussi des collègues de l'opérationnel. Et donc, notre responsabilité, c'est de répondre aux demandes, aux questions des leaders et des execs. Et... Donc oui, j'ai plus qu'un mot à dire sur ces nouveaux challenges. On a vraiment, vraiment beaucoup besoin de la recherche aujourd'hui, mais d'une manière, je pense, un peu différente. Je vais vous choquer un peu. Donc Christelle Edman, notre directrice, elle a dit « Je veux plus entendre parler de 6G ». On part. Je fais exprès de vous choquer. Je fais pour attirer votre attention. Bruno Zerbib, donc le directeur de l'innovation. Donc ça inclut pas que la recherche. Hein, ça va jusqu'à ce qu'on appelle l'exploration et le delivery. Donc c'est l'étape juste avant le produit. Il a dit c'est fini les générations de réseaux. À partir de maintenant, on veut des évolutions de réseau. On ne veut plus tout refaire. Et puis le dernier que je vais citer pour encore ajouter une couche et vous garder éveillé, c'est Laurent Leboucher, donc VP Networks Innovation, qui a dit, je pense que c'était au GSMA, we on no longer hardware refresh, only software. Okay. Donc là, je devrais avoir votre attention. Donc, il ne faut pas prendre ces messages au pied de la lettre. L'idée, c'est qu'on est arrivé dans un monde où on va peut-être plus faire des plans sur la comète dans 5 ans en disant on va tout refaire. Refresh total pour des use cases qu'on est capable de prédire 5-10 ans à l'avance. Et pour vous donner des exemples concrets, ce qu'on essaye de faire plutôt, de promouvoir, c'est une recherche qui suit 3 piliers. Et là, je voudrais citer un document qui s'appelle Networks 2030, qui est disponible depuis l'année dernière, au mois d'avril-mai, sur le site Hello Future d'Orange. Donc, si vous voulez revoir la vision d'Orange là-dessus, je vous invite vraiment à y jeter un œil. Et un deuxième document que je vous invite à lire, qui est paru le 27 janvier, donc très récemment dans European Files, écrit d'ailleurs par Bruno Zerbib, c'est sur notre vision sur Networks for AI, AI for Networks et AI Responsibility. Et je vais revenir là-dessus. Donc les 3 piliers, donc 3 choses à retenir. Donc il faut que les évolutions sur les réseaux suivent 3 piliers. C'est la soutenabilité économique, que ce soit rentable, bon, surtout pour nous.
Soutenabilité sociétale. Donc là, je ne parlerai pas d'acceptance, mais carrément d'adoption, que la société trouve un intérêt à ces nouvelles technologies, et soutenabilité environnementale. Donc on ne crame pas la planète avec ce qu'on déploie. Donc je vais donner un exemple très concret d'innovation qui, pour moi, suit ces 3 piliers. Savez-vous de quoi sont saturés nos réseaux aujourd'hui? Enfin, ils ne sont même pas saturés, en fait. Qu'est-ce qui remplit le plus nos tuyaux aujourd'hui? Pardon? Les chats. Les vidéos de chats. Les vidéos de chats, 50%, presque la moitié du trafic du réseau mobile, c'est rempli par 10 boîtes. Vous avez peut-être entendu parler des large traffic generators. Okay, ça fait un sacré volume de trafic mobile. Et presque un quart de ce trafic, c'est une boîte. D'accord ? Vous connaissez tous le trafic vidéo. C'était la killer application de la 4G, etc. Ça fait du volume. Est-ce qu'on arrive à faire de l'argent avec ça? Est-ce qu'on arrive à le monétiser? Ça nous demande des investissements, c'est sûr. Ça demande de la capacité. Mais est-ce qu'on fait de l'argent avec ça? Donc, vous avez peut-être vu l'année dernière une publication, un press release de Telefonica qui disait « Nous avons travaillé avec Meta et nous avons réduit le trafic vidéo à la source ». Et là, il y a une innovation intéressante c'est de design to impact. C'est le trafic vidéo qui a été réduit à la source tout en conservant la même qualité d'expérience au niveau du client. Et en fait, Meta, ils s'en fichent du débit ou de la latence vidéo. Ce qui les intéresse, c'est l'engagement du client. Donc ça va beaucoup plus loin quand ils vont mesurer les métriques. Ce n'est pas les métriques qu'on a forcément l'habitude de regarder nous, le MOS, etc. Et donc ils réduisent le trafic à la source, et l'impact sur le réseau, c'est que ça allège la charge du réseau et que ça ralentit, ça retarde les investissements. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la technologie pour satisfaire le client et qui a un impact positif sur le business. Et en plus, un deuxième impact, c'est qu'évidemment, il y a un impact CO2 et environnemental. Donc je pense qu'il y a de la place dans la recherche sur les réseaux pour essayer de faire des innovations qui suivent les 3 piliers, rentabilité économique, durabilité environnementale et sociétale. Donc l'exemple que je voudrais citer, et après je vais laisser la parole quand même, 2 exemples, c'est les RIS et les Zero Energy Device. Donc les RIS, on a beaucoup investi en recherche dessus, donc c'est très lent. L'adoption au niveau du 3GPP. Et puis, en ce moment, c'est plutôt la recherche académique qui s'en est saisie. Et je trouve que c'est intéressant pour ces 3 piliers et je pense que c'est en bonne voie avec les progrès de Greener Wave, si au niveau économique, le prix de la RIS, il est d'un ordre de grandeur en dessous de celui d'un Active Relay. Okay, c'est un truc qui existe déjà dans les réseaux mobiles. Il est intéressant sociétalement si on arrive à avoir une consommation d'énergie en ordre de magnitude en dessous de celle d'un Active Relay. Et j'ai entendu un chiffre, le dernier chiffre que Geoffroy a cité, qui est autour de 1 ou 2 watts. Donc je vois que ça va vraiment dans la bonne direction. Ça continue de progresser. Et puis, voilà, bon, c'est ça. Donc c'est un bon exemple. Après, le deuxième exemple que je voudrais citer, qui est porté en ce moment plus par Orange et par l'écosystème chinois, et ça prend plus de temps, je trouve, en Europe, c'est les Zero Energy Device, les backscatters, c'est Ambient IoT. C'est le fait de pouvoir faire des services IoT avec des petits tags, d'accord, des petits tags comme les tags RFID, de pouvoir faire des services de type RFID partout, même là où il n'y a pas de lecteur RFID ou de portique RFID, et en réutilisant l'infrastructure et les téléphones existants. Donc, par exemple, on fait des trials avec la 4G ambiante. OK, est-ce qu'on peut mettre le label 6G dessus? En tout cas, on le fait dans le projet ExaX2, qui est le projet phare de la 6G. Voilà. Il y a de la place pour de la recherche et de l'innovation dans les réseaux. C'est juste la manière de faire, je pense qu'il faut changer.
et suivre ces 3 piliers. Et est-ce que j'ai le temps quand même pour Network for AI et AI for the World? Très très rapidement, je vous pitch. On voit arriver des nouveaux usages, un nouveau type de trafic, des nouveaux patterns de trafic. Maintenant, c'est un mot. Un mot. Voilà. Et donc, vraiment, on vous encourage à regarder ça de très, très près en travaillant avec les AI players. Je vous donne un exemple. C'est Character AI. C'est une app, peut-être vous en avez entendu parler. Il y a quelques mois, on a vu, c'est passé en numéro 3 en temps d'utilisation des clients, très brièvement, parce qu'il y a une grosse compétition. Derrière Netflix et YouTube. Donc, c'était en 3e. Et du coup, pendant une brève période. Et on a vu que les gens passaient 5 heures par jour dessus. Okay, et on est allé regarder de près des IA conversationnelles et on a vu des patterns de trafic extrêmement étranges. Des photos de très basse résolution qui sont envoyées toutes les 20 millisecondes ou 10 millisecondes. Et quand même, ça fait un trafic de 500 kilobits par seconde. Voilà, avec des techniques d'envoi de vidéos qui n'ont rien à voir avec la vidéo la plus efficace. Donc à surveiller. Donc demandez à vos ingénieurs de surveiller le flux de Gemini, par exemple. Vous verrez des choses très bizarres. Voilà, merci. Merci à toi, merci beaucoup. Donc effectivement, les business cases, problème, le contrôle des coûts, un problème, et l'utilisation qui est faite. Voilà, des infrastructures avec des trafics peut-être pas tout à fait pertinents quand on met en face les coûts nécessaires pour les véhiculer. Est-ce que vous pouvez dire, vous 4, en 15 secondes, identifier un challenge? 15 secondes chacun pour un challenge. Alors, peut-être 2. Il y a quand même la maîtrise du continuum compute network et tout ce qui est lié à l'optimisation du placement, l'orchestration des fonctions, leur optimisation pour économiser les ressources et pour maximiser les performances. Et puis avant que Emmanuel le dise, je dirais cybersécurité parce que on a parlé de programmabilité et d'ouverture, donc on augmente la surface d'attaque, bien évidemment, donc il faut absolument traiter cette question par design. Alors, je prends mon souffle. Non, mais je pense qu'il y a peut-être deux challenges aussi. Je pense qu'il y a un challenge, effectivement, sur les développements pour avoir des réseaux plus efficaces, moins consommateurs. Et nous, on regarde pas mal, effectivement, ce que l'AI peut faire, même de manière native. On regarde aussi comment le calcul quantique associé à l'AI peut aussi apporter quelque chose, puisque le quantique apporte aussi la promesse de quelque chose de plus puissant et de moins consommateur d'énergie. Donc, il y a ce volet-là, ce challenge technique-là. Et après, l'autre challenge, c'est effectivement comment créer de la valeur, comment créer des nouveaux services qui ont du sens. Et par exemple, un buzzword qui tourne pas mal chez nous en ce moment, mais qui peut être aussi créateur de valeur, de nouveaux services, c'est le ISAC, Integrated Sensing and Communication, qui peut être intéressant et prometteur. Voilà. Enfin, on te donne le micro. Non, je sais pas. Non. Si, ou à scène, c'est dans l'ordre que vous voulez. Du coup, je suis 15 secondes, moi. Non, mais tout à... J'étais surpris qu'il n'ait rien dit pour l'instant. Tu prends la main sur le suivant, mais 15 secondes pour un challenge. Le plus gros challenge aujourd'hui, c'est quand même l'intégration des IA, et j'insiste sur le pluriel, mais je voulais y revenir plus en détail, donc je ne sais pas si je le fais maintenant. Non, tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure. Voilà, mais... Bon, moi, je dis que Dintu n'a pas le monopole de choquer les gens. Donc, pour moi, le principal challenge, c'est d'encourager à moins consommer du numérique de façon complètement raisonnée et d'intéresser les gens à faire autre chose que rester sur leurs outils, tout simplement. Le pilier d'impact environnemental en particulier que tu citais, qui est extrêmement central, bien évidemment. Bon, maintenant, on est un peu en famille, là, franco-française. On connaît bien qui sont les acteurs, on connaît bien leur positionnement.
Et on voit bien que cette convergence réseau-cloud, d'une certaine manière, commence à affaiblir les frontières entre les secteurs d'activité. Dans le sens où, une fois que tout est virtualisé, d'autres acteurs pourraient plus facilement se mettre à construire des réseaux purs logiciels. Dans la mesure où les réseaux sont ouverts, ils pourraient mettre leurs fonctionnalités au plus proche de clients finaux. Et donc, de la même manière, les investissements, les coûts dont on est en train de parler, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment partagés par rapport aux usagers finaux, c'est-à-dire ceux qui offrent les services aujourd'hui ne se partagent pas nécessairement correctement les coûts nécessaires pour arriver à offrir ces services. Donc la question que je soulève, c'est comment vous voyez-vous le positionnement des acteurs des infrastructures numériques dans le moyen terme, disons, pour simplifier. Et comme je sais qu'il a beaucoup réfléchi au sujet, je passe la parole à Monsieur Dotaro. Merci pour la parole. Donc, je vais me présenter quand même. Donc, Emmanuel Dotaro, je suis VP et Thales Fellow, au titre notamment de mes quelques compétences en réseau historique. 2 mots sur Thales, je serai peut-être plus court, mais il faut comprendre que Thales est un fournisseur de produits, de solutions, de systèmes et de services, et qu'on est nous-mêmes un vertical. Sachez, parce que tout le monde n'a pas toujours une vision exacte de Thales, la majorité des revenus de Thales, c'est du civil et c'est pas du militaire déjà, et que l'aérospace, que ce soit pour contrôle de trafic aérien, ce qu'il y a inboard dans les avions, etc., on est numéro 1 ou numéro 2 mondial suivant les cas, donc on connaît un certain nombre d'exigences. Et du coup, je fais le parallèle et je rejoins ta question sur le succès ou pas le succès de 5G, 6G, etc. Il y a eu une forme de naïveté quand même au départ sur on va adresser les verticaux avec des solutions business as usual d'un certain nombre dans l'approche d'un certain nombre de certains, quand les gens demandent des choses on purpose avec des systèmes à façon, avec des choses très customisées par rapport à leurs contraintes plus ou moins fortes. Et avec des échelles de temps, si Vincent est toujours dans la salle, on ne change pas les systèmes qu'on a déployés du jour au lendemain, tous les ans à EDF, et encore pire dans l'aérien, c'est 30 ans les cycles de vie des solutions. Voilà. Donc, juste pour expliquer quand même que l'analyse sur les retards à l'allumage ne sont pas toujours forcément les bons. Et juste une petite remarque aussi, puisque c'est à la mode, enfin je veux dire, Musk est à la mode, il a mis plus de 10 ans sans gagner un centime. Donc des fois, il faut aussi savoir être, quand on est vraiment certain de sa stratégie, maintenir le cap le temps qu'il faut. Voilà. Pour répondre à ta question sur la vision moyen-long terme, on est dans une situation où ça évolue au niveau des technologies, avec quelques nouvelles technologies, mais très honnêtement, on n'a pas de breakthrough énorme, peut-être sauf pour le quantique, on verra. Les architectures, par contre, là, on a beaucoup de modifications avec l'intégration du NTN, donc les architectures 3D, et c'est pas que les satellites, hein, c'est aussi les drones, les avions, etc., donc il est à différentes altitudes. L'ISA avec le sensing qui a été intégré. Donc pour moi, le sensing, c'est une des 5 pattes du mouton à 5 pattes de la 6G avec le compute, la connectivité, la cyber, l'IA et le 3D. Donc dans ce mouton à 5 pattes, ça a forcément un impact sur ce qui va se passer dans l'écosystème à moyen et long terme. Donc aujourd'hui, on a des mouvements de certains telcos historiques pour aller porter leur cœur de réseau chez des hyperscalers. C'est le cas des TNT aux US avec Microsoft, même s'il y a un retour qui n'est pas forcément toujours 100% positif. C'est le cas de Telefonica en Allemagne avec O2. Donc on a ces mouvements-là. Mais même s'il n'y avait pas ces mouvements-là, les briques technologiques qui sont utilisées pour potentiellement faire du telco cloud, on a ce qui est disponible sur l'étagère. Bon, tout le monde a en tête l'histoire VMware Broadcom, j'espère, et ce que ça peut représenter comme risque. Mais quand même, les alternatives open source ne sont pas toutes là, elles ne sont pas toutes matures. Donc on a un changement de paysage sur la supply chain, sur qui va faire quoi, et surtout dans la chaîne de valeur. Et donc, de mon point de vue, mais ce ne sera pas une surprise pour toi, il y a 3 vraiment points dans le système et dans les services qu'il faut maîtriser. Le premier point, c'est l'accès aux services. Si on développe la meilleure radio du monde, THz ou pas THz, mais qu'in fine, la chaîne de valeur, c'est un hyperscaler qui va être en facing client pour l'adresser, que ce soit du B2B ou du B2C, parce qu'ils font les deux, la chaîne de valeur elle sera dictée et commandée par celui qui a un facing client. Et donc, on a un vrai problème de maîtrise de la plateforme d'accès aux services numériques, et la valorisation de tout ce qu'on peut faire en dessous dans l'infrastructure va dépendre de ça. Donc aujourd'hui, faire de la recherche en radio, en optique, en tout ce qu'on veut, si on n'adresse pas ce point-là, on a un problème. Et je veux dire ici que
l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et donc, que ce soit en techno, que ce soit même en beamforming, parce que beamforming, pour servir tout le monde de la même façon, de façon équitable, il faudrait définir ce que veut dire équitable, c'est pas si simple que ça. Donc, quand on a un seul utilisateur, c'est facile. Quand on a plein et qu'ils payent la même chose, c'est pas toujours évident. Donc, l'intelligence et les arbitrages qu'on doit faire sur des gens qui concourent pour les mêmes ressources à l'instant T, il y a des dimension commerciale et pas technique qui peut aussi intervenir. Et donc, c'est pas que de la technique. Sur les intérêts divergents, eh ben, oui, on a des convergences avec les acteurs du cloud parce qu'on n'est pas exactement à la position où on aimerait être en Europe ni en France. Et donc, la convergence entre le cloud et les coms dont tu parlais, mais je rajoute l'IA, le sensing et la cyber, ben, on ne sait pas vraiment qui va gagner. Et c'est peut-être the winner takes it all. On a un problème de taille, au sens propre. C'est-à-dire que quand on parle de dizaines de milliards d'investissements d'un côté, on est en centaines de l'autre, même si certains chiffres annoncés par le nouveau président des États-Unis semblent contestés par Elon Musk lui-même mais sur l'IA. Et donc, notre seule solution, le seul chemin qu'on peut espérer, nous, vu notre fragmentation en France et en Europe, c'est d'avoir une glue intelligente entre tout ça. Et donc, et comme je viens de le dire, c'est compliqué parce que tout le monde ne voit pas forcément la santé le même intérêt. Donc, il faut qu'on arrive à être intelligent là où les autres sont en brute force. Et ça, bah, c'est une construction. J'espère que les initiatives, notamment qui viennent des académiques, pour essayer de créer de la valeur et de distribuer, de transférer cette valeur, peuvent aussi servir à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut alimenter un écosystème avec des solutions qui vont rendre possible ça. Donc il y a quelques enablers technologiques. Mais c'est peut-être pas le plus dur. Le plus dur est peut-être dans la convergence des acteurs. On l'a vu entre les opérateurs satellites et les opérateurs terrestres. C'est une déjà longue histoire. Et c'est pas simple. Mais en même temps, si on n'adresse pas les problèmes, on les résout pas. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Très clair, percutant. Et ça m'amène à la dernière question que j'avais prévue, qui est celle de la souveraineté. Parce qu'on en parle beaucoup. C'est un sujet qui est, on le sait, absolument critique. Et la chaîne technologique est extrêmement longue et complexe, en partant du composant pour arriver aux applicatifs, très difficile à maîtriser, y compris au niveau de l'Europe. Et donc, ma question, c'est quelle est votre vision de la souveraineté, avec quel type de souveraineté il faudrait tendre, et quels investissements seraient nécessaires pour y arriver? Et je recommence par toi, Emmanuel, parce qu'on en a longuement échangé. Oui, alors du pas fini, mais une déclinaison par ailleurs des points. Il y a l'accès aux services, il y a l'orchestration, parce que l'orchestration va définir le. Mais ça répond à ta question, c'est pas une autre question. L'orchestration va définir comment le système va se comporter et comment il va utiliser les ressources, et les contrôleurs. Dans tous ces cas de figure, si on fait la cartographie de ce qui est disponible en termes de building block pour faire un système, et architecte système, eh ben, on a des trous dans la raquette. Donc il faut regarder comment on peut les compenser, comment l'open source peut y contribuer. Et Jutales sont un grand consommateur d'open source. Mais quand on dit open source, c'est pas juste quelqu'un qui a fait un truc qui pensait de bon sur la table. Il faut tout ce qui va avec le service, l'accompagnement, la pérennité, parce qu'on est en face de gens qui doivent prendre des décisions. Et ces gens-là, globalement, en Europe et en France, ont peur. Ont peur de prendre la mauvaise décision et ont souvent un réflexe de facilité d'aller chez le gros de l'autre côté de l'Atlantique, parce que si ça plante, c'est pas de leur faute, ils ont pris le gros de l'autre côté. Donc il faut aussi répondre à ces questions-là. La souveraineté, elle sera peut-être éclairée par des choix institutionnels et gouvernementaux dans certains secteurs critiques. Je pense que ça peut servir de... Mais encore une fois, si on n'a pas... Moi, j'ai écrit un papier sur l'autonomie numérique il y a plus de 10 ans. Si on n'a pas les solutions qui sont au bon niveau, et ça veut dire le bon niveau technique, on ne pourra pas convaincre non plus. Donc il faut aussi être compétitif sur le marché. On a en Europe, c'est là où il faut arrêter l'autoflagellation, les capacités, la richesse pour faire des choses. Quand on veut vraiment s'y mettre, ça marche. Je me rappelle, je vais juste vous donner un exemple, et je vais finir là-dessus, sur quand on veut, on peut. Au début de GDPR, donc la RGPD en français, tout le monde nous dit, n'y pense même pas, tu prendras le truc que tu signeras ou pas en ayant lu les petites lignes de Google. Ça a été fait. Et on a un certain nombre d'États aux États-Unis qui s'en inspirent, qui font du copier-coller. Donc je veux dire, c'est juste un exemple pour montrer que quand l'Europe, qui est la région la plus riche au monde et qui a un des plus grands marchés, si elle décide de vraiment faire quelque chose, elle peut le faire. Voilà, donc c'est un message positif. Bravo, merci Emmanuel. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ces sujets-là? Moi, je peux paraphraser un petit peu certains éléments.
Parce que je suis aussi un fanatique de l'open source. En fait, nous, notre principale approche pour réussir à être souverain dans ce qui nous concerne aussi à Simberg SNCF, c'est de miser sur l'open source. Alors moi, j'ai juste un exemple d'un très très grand pays sud-asiatique qui mise beaucoup sur l'open source en utilisant des anciennes architectures de processeurs pour faire leur propre supercalculateur ou bien leur PC personnel, qui font des systèmes d'exploitation pour des smartphones qui sont complètement open source pour couper court en fait aux problématiques ou d'imposition qu'on leur fait de ne pas utiliser d'autres solutions. Et en fait, du coup, ils arrivent vraiment à s'en sortir de façon assez magistrale. Et sans aller jusqu'à cette limite qu'on visiblement ne sait pas traiter, on a des actions qu'on peut porter dans les entreprises. Nous, par exemple, en choisissant des solutions open source, notamment pour la 5G, on a fait des estimations, on a fait des tests d'évaluation de sociétés, pour le coup françaises, qui proposent des choses. Open source, open hardware, autant pour la partie cœur que partie radio. On peut s'appuyer sur des OS open source pour toute la partie équipement réseau. On peut s'appuyer sur des solutions d'exploitation de nos réseaux qui sont open source. Et derrière, ce qu'il faut, par contre, c'est la compétence. C'est pour ça que je paraphrase. En fait, si on n'a pas ça, on est mort. Et en fait, c'est là que justement le centre que vous faites, en fait, il est essentiel. J'anticipe un peu la suite, c'est que ça va nous permettre d'avoir les compétences en interne pour déjà apporter des ressources qui ont conscience de cette problématique de souveraineté, au moins sous cet angle-là, pour qu'ils soient capables de comprendre nos problématiques, d'apporter une vision de l'extérieur jeune et voir de quelle façon faire de la souveraineté avec la compétence et l'open source. Et juste un mot. Oui, dans ta question, il y avait deux mots qu'on combine pas mal en ce moment, c'est investissement et souveraineté. Et il y a peut-être une valeur ajoutée justement ici des opérateurs en Europe d'investir quand le driver, c'est la souveraineté. Et là, je pense, en ce moment, on s'interroge pas mal sur le edge computing. Et le fait de pouvoir hoster dans des éléments du réseau. Alors là, il y a beaucoup de discussions, lesquelles, du computing pour l'IA. Et là, attention, je reviens sur mes 3 piliers. On cherche des solutions qui sont responsables. Donc du coup, s'il vous plaît, pas de IA géante qui va avoir un usage de faire des générations de chats, sur des data centers géants, vraiment. Voilà. L'IA vraiment juste nécessaire pour le besoin business, vraiment la plus frugale possible, quoi. C'est ça le mot-clé en recherche, c'est l'IA frugale qui tourne au bon endroit et avec un willing to pay du consommateur derrière, qui est drivé par exemple par de la privacy, de la souveraineté. Voilà. J'ai pas fait trop long. Non, parfait. Et c'est un des points auxquels je faisais référence tout à l'heure quand je parlais de co-investissement, le mobile edge computing, le edge computing, parce que effectivement, il faut l'utiliser de manière adaptée à des besoins qui ont besoin de cette, je ne sais pas comment on dit en français, criticité, je sais plus. Par exemple, en termes de temps de latence. Et les cas d'usage, il n'y en a pas énormément. Et donc, il faut savoir utiliser ces technologies là où il faut. Donc là je pense qu'on est parfaitement d'accord. Et après, il faut imaginer également comment ces infrastructures de computing qui seront au edge seront co-investies. Peut-être que ce n'est pas que aux opérateurs d'investir sur ces infrastructures-là. D'autres mots sur cette question ? Peut-être oui. Enfin, un mot, c'est vrai que ça me fait parler un peu, penser au finnois qui est une langue agglutinante. Donc on peut effectivement faire un mot qui n'en finit pas, mais en français, c'est plus dur. Ah oui, pardon, c'était à toi de le dire. Non, mais en fait, je pense que aussi sur la souveraineté, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Néanmoins, ce qui est vrai aussi, ce qui a été dit, c'est que c'est aussi important d'avoir une maîtrise de sa chaîne de sous-traitance, des composants électroniques qu'on assemble pour insuffler la vie avec le logiciel. Mais si parfois on perd des briques de cette chaîne de sous-traitance ou si on n'arrive pas à accéder à des bons prix à certains composants électroniques, c'est sûr qu'on a aussi des vrais problèmes. Je pense que c'est un sujet qui est déjà connu, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Merci. Attends. Jack, s'il te plaît. Non, moi, vraiment, en 3 mots, je pense qu'il faut défendre des écosystèmes ouverts. Parce que, mine de rien, quand on a parlé de Starlink, de SpaceX, etc., on peut parler aussi du cloud, dont il est ouvert, pas ouvert, les plateformes AI, l'edge computing. Donc, voilà, il faut veiller. Je pense que c'est ce qu'on peut faire par rapport aux mastodontes qui sont aujourd'hui, qui ont la maîtrise de la technologie.
et faire en sorte que voilà, on puisse jouer, qu'on puisse contrôler, qu'on puisse avoir peut-être mettre quelques briques et s'assurer qu'on peut les orchestrer et les articuler. Mais il y a un risque de fermeture quand même petit à petit de certains écosystèmes pour des bonnes raisons, qui sont des raisons économiques. On voit bien que Starlink, ça va être très difficile de les faire bouger parce qu'ils ont un avantage compétitif, économique qui est absolument sidéral. Et donc voilà, donc c'est un vrai challenge pour nous. Merci Jack. 10 secondes. 10 secondes. Je pense qu'il faut faire un effort sur la formation. Tu l'as cité pour le centre tout à l'heure. La plupart des gens, l'immense majorité n'est pas conscientisée sur ce qui se passe. Donc une petite intervention dans les formations de l'IMT, de l'IHEDN, ou des gens qui savent, c'est intéressant. Quand on est dans une boîte qui fait de la sécurité, on a une formation par la DGSE ou des gens qui savent. Et des fois, la réalité dépasse la fiction. Ça serait bien que ça soit aussi enseigné, parce que l'attitude par rapport à la dépendance dans la chaîne de valeur, dans la supply chain, qu'elle soit hardware ou logiciel, il y a assez peu de gens qui la maîtrisent. Le pattern, on est open au départ, c'est gratuit, allez-y. Et puis à la fin, ah bah tiens, il faut payer. On l'a vu déjà plusieurs fois, donc il faut aussi apprendre de ce qui se passe. Et je pense que ça devrait aussi faire partie des enseignements. Bon, déjà, on te remercie pour tous les enseignements que tu as fait chez nous, très appréciés par nos étudiants. Mais en plus, justement, comme on le disait, l'idée, c'est de construire avec vous. Donc, on va réfléchir ensemble à tout cela. Avant de passer aux questions de la salle et avant d'aller manger, j'ai une dernière question qui est du marketing pour le centre, j'espère, hein, mais ne sentez pas obligés à parler bien du centre. Mais ma question, c'est quelle est la valeur que vous voyez dans ce qu'on vous a présenté, dans le centre tel qu'on l'a conçu, et bien évidemment sur comment il va évoluer avec vous, ou quel est le manque de valeur. Et là, je suis sérieux, tout à l'heure, c'était une boutade. Les critiques constructives, bien sûr, par rapport à ce qu'on a conçu. Jack, peut-être ? Oui, moi je vais dire, on s'est vu quoi cet été, je pense, pour la première fois. Je dois dire que le programme, comme tu le disais, Daniel, c'est pour la transformation digitale. Je pense que c'est le maître mot dans ce que vous faites, comment vous structurez votre approche. Moi je suis convaincu que voilà, les sujets sur lesquels vous êtes, de toute façon, c'est les mêmes parce que vous vous mettez au service de la transformation digitale. Je pense qu'on est aligné. Le débat qu'on a là montre bien qu'on tourne tous autour des mêmes problématiques. Voilà, on commence à discuter de ce qu'on peut faire ensemble sur la 6G dans le cadre du SNSJU, auquel on participe également. Donc moi, je pense qu'on a tout pour s'entendre. On est sur les mêmes sujets. Donc il faut qu'on travaille à être efficace ensemble. Mais voilà, donc je pense que bravo pour ce que vous faites. Et vraiment ravi d'être à vos côtés et d'avancer ensemble. Merci Jack, et c'est réciproque. On a vraiment beaucoup apprécié les échanges qu'on a vus. On a été très agréablement surpris par le labo que tu nous as montré avec des équipes, et on a déjà identifié plusieurs sujets de collaboration sur lesquels on a des réunions déjà décidées. Et merci à Gérard parce que c'est lui qui a déclenché le contact. Est-ce que quelqu'un d'autre, oui ? Oui, je peux faire un petit commentaire. Alors, d'abord, on ne découvre pas l'IMT. L'IMT est un partenaire de Nokia depuis de nombreuses années, et d'ailleurs reconnu comme tel, comme partenaire stratégique par Bell Labs, parmi la quinzaine de partenaires stratégiques dans le monde. Vous êtes notre premier partenaire en termes de nombre de thèses également. Mais cette nouvelle initiative nous paraît avoir une forte valeur ajoutée pour plusieurs raisons. D'abord, tu as décrit, voilà, il y a quand même pas mal d'initiatives globalement qui existent en France autour de ces questions-là. Et l'idée d'avoir un point de coordination, tu as cité le mot, de guichet unique, effectivement, qui nous permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale sur les différentes activités de l'IMT, possiblement susciter de nouvelles collaborations. Donc ça, on y voit un avantage. La deuxième chose, c'est pour nous un canal de talent pour nos futurs recrutements, pour l'attractivité de la filière en France. Donc ça, c'est absolument clé. Le fait qu'on soit là, qu'on soit associé au pilotage,
et pas tout seul, avec d'autres justement acteurs de la chaîne de valeur qui est important dans tout ce qu'on a raconté sur les écosystèmes. Et puis peut-être dernier point qui est important pour moi, c'est votre ambition européenne, d'aller plus à l'Europe, parce que je pense que c'est quand même un point où les académiques français ont encore du progrès à faire, d'être plus présents au niveau des instances européennes qui influent sur les programmes et participer au réseau européen. Voilà. Merci Olivier. Oui, effectivement, on travaille ensemble depuis très très longtemps. On a créé ensemble le laboratoire Lynx en 2000, je ne me rappelle même plus, 2009, si je ne me trompe pas. 2009, oui, voilà. Et c'est un labo un labo académique industriel qui se développe très bien. Et en ce qui concerne, tu disais participer au pilotage. Tu l'as dit en général, en fait, vous êtes les premiers à participer au pilotage du centre, parce qu'on a défini 3 niveaux de collaboration, un niveau mécénat, un niveau intermédiaire et un niveau qui va jusqu'à la participation au pilotage. Et pour des raisons historiques, du volume d'affaires que nous avions déjà ensemble et par rapport à ce qui va être rajouté dans le cadre du centre, vous êtes notre premier acteur, partenaire, membre du comité de pilotage, et bien sûr, d'autres vont suivre, je suis convaincu, vu le type de réunion qu'on est en train d'avoir. Oui ? Je dois partir dans 5 minutes, donc je calme. Oui, ce que j'ai vu, c'était vraiment super, la présentation du centre. J'ai vu tous les principaux défis, les principales thématiques scientifiques qu'il faut adresser. J'ai juste une recommandation personnelle, c'est sur tout ce qui est autour des nouveaux usages IA. Essayez de vous rapprocher le plus possible des futurs, je dirais pas large traffic generators, mais large value generators. Ils vont effectivement générer du trafic et du computing, mais ce à quoi il faut s'intéresser, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme performance et ce pourquoi ils sont prêts à payer. Et d'aller vraiment essayer de dialoguer avec eux pour regarder ça de près, parce qu'il est possible que ça ne ressemble pas du tout au trafic vidéo classique, que le computing, ce ne soit pas comme ce qu'on a l'habitude de gérer. Et on sait tous en tant que chercheurs que quand on travaille avec les mauvaises hypothèses de départ, on répond parfaitement avec une solution non adaptée à la réalité du terrain. Merci beaucoup. Déjà, merci pour être venu, parce qu'on savait que tu avais une contrainte forte et tu es venu quand même. Donc, merci beaucoup. Voilà, pour elle. D'autres commentaires sur le centre ? Rapidement, je peux dire que on est très heureux et on pense que c'est extrêmement positif d'avoir ces outils pour avoir une vraie collaboration et un vrai dialogue entre l'académique et le monde industriel. Donc ça va totalement dans le bon sens et je soutiens pleinement. Merci beaucoup. Un petit mot. Étant un historique de l'étape, la vallée de la mort en France est quand même un des pays où elle est le plus profonde. Je pense que le centre a vocation, de mon point de vue, à être le chaînon manquant et donc à essayer de boucher le trou là où, et notamment faire ce que nous, industriels, on ne fait pas. Si c'est essayer de mimiquer ce que fait un industriel, je pense que c'est une erreur stratégique. Le rôle des académiques, pour moi, est la création de valeur, pas que économique, c'est aussi sociétal. Dommage, il est parti. Et donc, contribuer à apporter de la valeur, créer de la valeur et qu'on arrive à un moment donné à la transférer, c'est pour moi l'objectif principal. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. On passe quand même aux questions de la salle. Je sais que le déjeuner est là et qu'ils nous regardent tous, mais on ne va pas partir sans ouvrir la bataille. Monsieur Charvia. Moi, j'avais une toute petite question parce que la formation, vous l'avez dit, est importante. Qu'en est-il de vos besoins en termes notamment de reskilling ou de formation continue ? Je triche un peu parce qu'on est ensemble dans un CMA.
ça a été dit, les technologies évoluent vite. Les architectures évoluent, et donc les ingénieurs qui ont été formés ou les universitaires qui ont été formés il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ils ont besoin, puisqu'on parlait de formation continue de mise à jour, qui devrait être, de mon point de vue, cyclique. Et ça va depuis le technicien jusqu'à l'exécutif qui ne comprend pas forcément tous les problèmes. Donc avoir une offre qui peut-être co-construite, et ça c'est à définir sur ces choses-là, est assez fondamental. Si je fais un sondage chez les exécutifs et les institutionnels sur leur compréhension des problèmes qu'on a évoqués ce matin, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui est la moyenne. Donc on a un vrai problème de compréhension aussi des challenges en France en particulier, et donc tout ce qui est formation qui peut aller dans le bon sens est bon à prendre. Deux choses. La première, c'est qu'on va continuer par ici sur les questions, après par là, après par là. On peut répondre à la question. Oui, non, mais attends-moi une petite seconde. Oui, excusez-moi. Je dois vous quitter parce que Madame, notre directrice de la communication, me rappelle que des journalistes nous attendent. Donc, je passe la main à Gérard, qui va continuer à gérer la table ronde. Merci, Daniel. Oui, on peut applaudir Daniel qui a fait une excellente présentation, et c'est lui qui a organisé une grande partie de cette journée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, non, je voulais... Olivier. Oui. Sauf si ça vous dérange, mais... non, sur les formations, donc, je pense qu'il y a quand même un élément qui est majeur dans nos métiers comme dans d'autres, mais c'est l'IA qui couvre tout le cycle de vie, depuis la R&D jusqu'à l'opération des réseaux, toutes les couches physiques d'orchestration, d'optimisation, etc. Les IA, Emmanuel. Et voilà, donc je pense que c'est un besoin fort, y compris en formation continue, hein, puisque c'est plutôt des technologies qui n'avaient pas été intégrées dans les formations initiales des plus seniors d'entre nous. Donc voilà. Une question du... Oui, bonjour. Alors moi j'avais une question concernant les réseaux non terrestres, parce que c'est un peu, il a été un peu éludé dans juste Monsieur Dotaro qui en a parlé un peu. Au niveau des évolutions, ça a l'air d'être en ce moment, on a un peu un moment pivot dans le sens où tout le monde a l'air d'être prêt à partir. Starlink a déjà déployé sa solution. En Chine, ils sont en train de mobiliser énormément. À votre avis, quel va être le rôle que vont jouer les réseaux non terrestres dans le futur sur l'évolution des télécommunications? Pourquoi ça? Lâche. Alors, d'abord, j'ai peut-être été... Moi, je vais être aussi provocateur. Musk et Starlink n'a pas inventé les communications avec les satellites. Ça existait bien avant. Il y a eu Iridium, il y a eu bien d'autres choses. Donc il faut arrêter de toujours faire peut-être de dérouler le tapis rouge là où ça ne le justifie pas. Ça, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a convaincu des financiers d'investir massivement. Et de point de vue technique, la prouesse, elle est plus sur SpaceX que sur Starlink. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a l'avantage d'être en l'air, d'être loin, c'est qu'on couvre mieux. Donc la première fonction du SATCOM, ça va être d'élargir la couverture. Là où on n'avait pas. Et donc il y a des zones où c'est évident, le maritime par exemple, on ne va pas mettre des stations de base avec des pylônes. Donc ça c'est la première fonction. La deuxième fonction c'est la résilience. Parce que quand on a des problèmes à terre et ça fait une patte de plus, alors si c'est de la radio et qu'il y a du brouillage, ça ne va pas forcément régler le problème. Hein. Donc attention quand même, c'est pas forcément le nirvana, etc. Et puis on a d'autres applications. Et surtout, on a une intégration du SATCOM avec les mêmes concepts de 5G et de 6G qu'on a au sol. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la com. Avant, un satellite, ça prenait un signal et ça le renvoyait. Point. Là, on va avoir du processing on board, et donc on va avoir des choses, et on parle de Space Edge Infrastructure parce qu'on a toutes les raisons du monde de faire des communications plus ou moins sémantiques en l'air, de ne transmettre que l'information et pas la data brute, parce qu'il ne faut pas non plus s'envoler, faire des grandes envolées lyriques. La bande passante disponible sur Terre par rapport à celle avec l'espace, c'est pas la même. Il y a quelques ordres de grandeur de différence. Donc voilà, Shannon, même s'il est, il est toujours là quand même. Hein. Donc on a, la radio, c'est de la radio. Donc voilà, il y a des applications innombrables. Il y a des projets qui ne sont pas encore actualisés au 3GPP pour avoir potentiellement des révisions de forme d'onde qui permettent d'avoir aussi des objets ou des choses qui sont avec plus de bandes passantes. Donc ce n'est que le début d'une histoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une histoire pas que technique, c'est une histoire aussi d'intégration des acteurs. Voilà.
Enfin, moi, juste un mot. Moi, je pense que ça révolutionne complètement les télécoms, parce que c'est un maillon qui manquait, que ce soit sur le B2C en couverture. Genre, il y a quand même, je ne sais pas qui l'a dit, mais il y a quand même toute une partie de la population qui n'est pas couverte aujourd'hui. Et deuxièmement, on peut débattre de Starlink. Je pense que Musk, je ne suis pas un adorateur de Elon Musk, mais Musk a quand même réinventé les communications satellites autrement. Il a refait toute la chaîne, c'est-à-dire le satellite, le terminal, la fusée, etc. Donc je pense qu'il a vraiment, il n'a pas réinventé, bien sûr, le concept était là, mais il a quand même réinventé la chaîne. Et je pense que c'est un problème, effectivement. Et c'est un problème de souveraineté. On a parlé de souveraineté tout à l'heure. Le satellite, aujourd'hui, on l'a vu plein de fois, c'est une question de souveraineté. Donc après, effectivement, de toute façon, le satellite ne remplacera pas le reste. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il n'y a pas de question. Mais c'est un complément important et sur lequel il nous faut une réponse européenne, il nous faut une réponse souveraine. Si je peux juste répondre à un touche là, c'est que Musk... Il y a une vraie différence de philosophie entre certains acteurs, gros acteurs américains et les historiques des télécoms. Quand on fait des réseaux depuis la naissance d'Internet, l'interopérabilité et les standards sont fondamentaux. Donc on fait des solutions qui sont interopérables avec des interfaces. Ce n'est pas du tout le cas ni la logique d'un certain nombre d'acteurs outre-Atlantique, et notamment de Musk, qui fait à peu près tout de façon propriétaire, et donc qui a vocation à essayer de capturer le marché et après de faire payer le plus possible. C'est la même routine à chaque fois. Donc vous venez de voir en live une des valeurs ajoutées du centre, c'est de permettre aux entreprises de parler entre elles. Autre question, Jean-Marie? Oui, merci. Donc Jean-Marie Gosse d'INRIA. Donc merci pour l'invitation, parce que j'ai trouvé la matinée de Étienne Klein jusqu'à maintenant très intéressante, très riche. Et je voulais revenir sur, c'est dommage que Dintu soit parti, sur la sustainability et l'exemple qu'elle a donné en disant finalement si on transmet que de la vidéo, quoi, ou des vidéos de chats, mais finalement si on compresse mieux, on résout le problème. Mais on sait que si on compresse mieux, on va transmettre des vidéos de chiens, des vidéos d'oiseaux, on va transmettre autre chose. Et finalement, c'est l'effet rebond. Si on joue juste sur l'efficacité, finalement, on contribue in fine à augmenter potentiellement la consommation. Et quel peut être le rôle des acteurs majeurs dans le domaine? Est-ce que c'est la régulation? Est-ce que c'est par où il faut prendre le problème pour garantir que le budget télécom de sustainability, ou le budget carbone, ou le budget énergétique est contrôlable? Ou est-ce qu'il n'est pas contrôlable? Oui, tu veux dire qu'on va transmettre plus de chats? Oui, ou plus de chats ou d'autres choses, mais dès qu'on compresse, on transmet autre chose. Nos experts répondent. J'ai fait une table ronde à Globecom sur ce sujet, donc je vais faire un copier-coller. La première chose, c'est vous achetez une machine à laver, vous achetez une voiture, vous savez grosso modo, vous avez une indication de ce que vous faites, et donc vous pouvez avoir un achat et une consommation responsable du point de vue footprint environnemental. Pour les services numériques, il n'y a rien. Et donc, tant qu'on n'a pas les méthodologies d'évaluation qui passent par des standards elles-mêmes, qui indiquent aux utilisateurs ce qu'ils font, c'est bien ou pas bien, déjà, on ne leur donne pas le choix, ils font ça en aveugle. Donc, c'est la première chose pour moi, c'est d'avoir les méthodologies d'évaluation et comment dire en français, l'awareness, que les utilisateurs soient conscients de ce qu'ils font quand ils consomment des services numériques. Et 2% de gain sur les vidéos de chat, ça fera mieux que n'importe quelle carte de watts sur la radio dans le réseau. En termes de volume. On peut faire les démonstrations par l'arithmétique de base. Rapidement, mais juste, il faudra peut-être faire le calcul. Qui est-ce qui a le moins d'impact carbone? Avoir un chat ou regarder des vidéos de chats? Mais pour répondre plus sérieusement, en fait, et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est l'évaluation du service numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de l'ARCEP, par exemple, la consommation énergétique des réseaux fixes et mobiles, ça doit être dans les 4 TWh. Et tous les téléphones portables, ça doit être dans les 300 gigawattheures. Et tous les téléviseurs de France, c'est 11 TWh. Donc on peut s'énerver sur des vidéos de chats, mais il y a un éléphant à côté dans le salon en face de nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention aux vidéos de chats, mais encore une fois, il faut avoir la vue holistique de ce qu'on consomme. Merci. Peut-être, on me dit que nous sommes très en retard et je suis en train d'observer que vous avez très faim. Peut-être une dernière question. Mounir. Merci beaucoup. On n'a pas abordé une grande partie de la population mondiale, que sont les pays en voie de développement et les pays émergents, où il y a une adoption très importante du numérique.
Est-ce que vous pensez, merci d'avoir, en tout cas pour cette présentation et partager votre vision, arriver à des infrastructures à zéro émission en termes écologiques, 0 euro en termes de coût et 0 millisecondes en termes de latence? Dès qu'il y aura la paix dans le monde universel, oui. En fait, on compte sur le centre IMT pour trouver la solution. Bon, je voudrais qu'on remercie nos invités ici. Et ensuite, je vous invite à déjeuner. Et je vous rappelle que nous avons 2 ateliers qui commencent à 14h.